Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous accueille dans cette émission qui vous fait découvrir la diversité de Taïwan dans tous les domaines et parfois les plus inattendus. Il y a quelques mois, j'ai interviewé 2 étudiants français en agronomie qui faisaient un terrain de recherche sur l'agriculture à Pingtung dans le sud de Taïwan. Et rien que sur la zone de leur étude, d'une 50aine de kilomètres carrés, il y avait déjà une très grande diversité en termes de plantes cultivées et surtout d'histoire des différentes populations qui vivent sur place. J'avais bien sûr envie de poursuivre cette série sur l'agriculture, mais par où commencer ? C'est un sujet tellement vaste. Après quelques réflexions, je me suis dit, et si je commençais par la diversité des sols ? Après tout, ce que nous mangeons, ça vient de la terre. Sans terre, pas d'agriculture. C'est un nouveau sujet passionnant à creuser. Pour cela, j'ai interviewé Xu Zhengyi, auteur d'un livre sur les sols à Taïwan. Il est professeur émérite du département de chimie agricole de l'Université nationale de Taïwan. En discutant avec lui, je me suis rendu compte que les sols, c'est vraiment un excellent sujet pour parler de diversité, car, encore une fois, Taïwan ne nous déçoit pas dans ce domaine. On l'écoute. Il existe de très nombreux types de sols à Taïwan. En fait, bien que Taïwan ait une petite superficie, on peut y trouver tous les 12 ordres de sols qui ont été répertoriés à travers le monde, à l'exception d'un, le gélisol, ou permafrost en anglais, qui est caractéristique des sols polaires. Et comment se fait-il que Taïwan ait une telle diversité de sols ? Parce que Taïwan a une topographie très complexe. Les conditions géologiques sont aussi très diverses. Et en plus, il y a de très nombreux climats. Par exemple, le même jour, il peut y avoir une très forte différence de température entre Taipei dans le nord et Pingtung dans le sud. Et souvent, quand il pleut à Taipei, à Taichung, il ne pleut pas. Ce sont tous ces facteurs qui expliquent la très grande diversité des sols à Taïwan. Impressionnant, n'est-ce pas ? En France, on a aussi une très grande diversité de sols, car un peu comme à Taïwan, nous avons des climats et des environnements très différents aux 4 coins du pays. Mais penchons-nous plus particulièrement sur Taïwan. Le professeur Xu Zhengyi est aussi chargé du petit musée des sols de l'Université nationale de Taïwan. Je m'y suis rendue pour une visite. On y trouve surtout toute une série de monolithes. Ce sont des blocs de terre qui ont la forme de stèles et qui ont été prélevés en faisant un trou dans le sol. Cela permet de voir l'état du sol sur environ 1 mètre de profondeur. Allez, on commence la visite du musée aux côtés du professeur Xu. Celui-ci est assez spécial. La terre vient de Kinmen. Tandis que ce monolithe-là, la terre vient de Penghu. Vous y êtes déjà allé ? Oui, et j'étais très étonnée qu'il n'y ait quasiment aucun grand arbre. Oui, savez-vous pourquoi ? Parce que la géologie de Penghu est basaltique. Les îles Penghu sont d'origine volcanique. En plus, le vent d'hiver est très fort, donc il n'y a pas de grands arbres. Là, c'est un monolithe de Guanshan à Taitung, dans la vallée entre la chaîne de montagnes centrale et celle de la côte est. La terre de cette région est très fertile. Ici, c'est de la terre de Sanju dans le Nouveau-Taipei. Il s'agit d'un antisol, un sol jaune, qui s'est formé sur le basalte volcanique. Là, c'est de la terre de Lugu, dans le comté de Nantou. Ce sont des collines aux pentes assez raides. La terre est très caillouteuse. On peut voir des galets arrondis, car autrefois, c'était une zone où passait de l'eau. On passe à Kunting, dans le sud de Taïwan, c'est un mudstone. Là, c'est un monolithe de Qishang à Taitung. C'est un endroit très spécial car c'est le point de collision le plus intense entre la plaque tectonique eurasienne et celle des Philippines. Chaque année, la Terre s'élève d'environ 1,8 cm. Le sol argileux gonfle et se rétracte, créant de larges fentes que l'on peut voir ici. C'est ce que l'on appelle un vertisol. Ça, c'est aussi dans le comté de Taitung, à Shokha.
Il s'agit de schiste rouge. Là, c'est d'où je viens, le comté de Chiayi, à Zhuqi, où passe le petit train d'Alishan. Le sol est composé de grès. Ici, on peut voir la terre volcanique de Yangmingshan au nord de Taipei. Le monolithe suivant provient du comté de Taitung à Juesui. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de cailloux dans la terre. Alors, pour pouvoir planter du riz, on peut voir que les paysans ont enlevé la terre caillouteuse pour la remplacer par de la terre d'ailleurs. Et, étant donné que le riz pousse dans l'eau, l'oxyde de fer est descendu. Il est resté à ce niveau-là. Les Taïwanais font 2 récoltes de riz par an. Donc, le sol est sec puis humide, ainsi de suite. Tout ce fer accumulé a donc créé une croûte ferrugineuse compacte souterraine. Vous pouvez imaginer, quand les racines arrivent au niveau de cette croûte, elles ne peuvent pas la pénétrer, et donc les plantes ne poussent pas bien. Mais la plupart des gens pensent que c'est parce que les plantes sont malades. En fait, pas du tout. C'est simplement que le sol de cet endroit n'est pas propice à ce que les racines poussent correctement. Un point très intéressant que nous allons creuser avec le professeur Chen Xinzong, surnommé Dr Soil, le docteur des sols, dans un prochain épisode. En tout cas, on se rend bien compte que l'on ne peut pas étudier les sols juste en regardant ou en faisant des prélèvements à la surface. C'est sous nos pieds que ça se passe, comme le laisse entendre le titre d'un livre d'un spécialiste français des sols, Marc-André Sellos, L'origine du monde, une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent. Mais revenons à Taïwan. Ici, c'est un sol classique de plaine alluviale provenant de Menong, dans le comté de Kaohsiung. C'est une région Hakka et c'est le seul endroit à Taïwan où l'on plante encore du tabac. Mais pour revenir au fait que c'est un sol de plaine alluviale, vous voyez plusieurs couleurs parce que la plaine a été formée par des dépôts sédimentaires hétérogènes successifs. Ce sont différentes étapes de l'histoire géologique. Ici, c'est de la terre de Fuli à Hualien, une terre très fertile, un sol très riche en nutriments. Là, c'est un monolithe de Fengquang à Pingtung. Vous voyez la différence? Il y a vraiment beaucoup de cailloux. Oui, et de plein de tailles différentes, ce qui signifie que le sol est instable. J'ai été étonnée du fait que pour une même catégorie, par exemple les entisols, les monolithes ne se ressemblent pas du tout. Monsieur Su explique que les entisols sont des sols jeunes, mais ils peuvent prendre des formes très variées. Parmi eux, à Wangong, sur la côte ouest de Taïwan, le sol est très sableux et le pH élevé, ce qui est adapté à l'élevage des huîtres et aux plantations de cacahuètes. Nous avons commencé par parler de pédogénèse, la transformation de la roche-mère en sol fertile qui prend parfois des millénaires. Mais ce n'est pas tout. Tous les sols ne sont pas créés à partir de roches. Certains sont créés surtout à partir de matières organiques. Par exemple, à Changhua, on peut voir ici un sol créé à partir de bois principalement. C'est de la tourbe. On en trouve surtout dans les zones humides. C'est une forme d'histosol. Ici, c'est dans la forêt à Ilan. On voit que le sol s'est formé en grande partie par l'accumulation des feuilles mortes et des branchages. C'est aussi un histosol. Là, c'est une terre de cendres volcaniques. À Taïwan, on n'en trouve que dans certains endroits de Yangmingshan. Sa particularité est d'être très légère. Si on la met dans l'eau, elle remonte à la surface, contrairement aux autres terres. Son pH est très bas. Protéger ce type de sol très spécial est l'une des raisons pour lesquelles le parc naturel de Yangmingshan est protégé. Ensuite, voici un sol au stade de développement intermédiaire, un septisol à Fushan dans le comté de Ilan. C'est l'un des endroits où il pleut le plus à Taïwan. Plus de 5000 mm par an. Son écosystème est donc très spécial. Vous voyez, la terre de forêt est très riche en matière organique.
Si l'on compare avec un sol agricole, comme sur ce monolithe-ci, ici, il y a juste une fine couche de matière organique. Pourquoi? À cause du labour. Celui-ci limite le stockage de CO2 dans les sols et au contraire, le fait sortir sous forme d'émissions. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons protéger les forêts. Le labour et plus généralement l'état des sols à Taïwan, cela vaut bien un épisode que vous découvrirez bientôt. En tout cas, ce que l'on constate avec ces monolithes, c'est qu'à Taïwan, il y a beaucoup de terres rouges ou ocre en raison de l'oxyde de fer notamment, ce qui est fréquent dans les zones tropicales comme Taïwan où la décomposition de la matière organique est très rapide. On trouve moins ce type de terre rouge en Europe où, en raison du climat, la décomposition est plus lente. À Taïwan, même s'il y en a relativement peu, on trouve aussi des sols caractéristiques des zones tempérées. Ici, c'est un mollisol. Il y en a plutôt en zone tempérée. Ce sont des sols très fertiles, comme en Ukraine. Ce sont parmi les sols les plus productifs pour l'agriculture. C'est un monolithe de Tonghe dans le comté de Taitung. Mais ce type de sol est assez rare à Taïwan. Monsieur Xu explique que ce type de sol peut évoluer vers un alphisol modérément lessivé, mais qui reste assez fertile. Encore un autre type de sol que l'on trouve beaucoup en Europe, le spodosol ou podzol. À Taïwan, il y en a surtout au mont Alishan. Sur le monolithe, on voit qu'en haut, il y a de la matière organique provenant de la forêt, puis en dessous, la terre a été lessivée par la pluie. Le pH est plutôt acide et le fer a tendance à s'accumuler dans le sous-sol. Ensuite, cela peut évoluer vers un ultisol très lessivé et qui devient acide. Il reste alors principalement les résidus d'oxyde d'aluminium et de fer, ce qui donne la couleur rouge ou ocre. Ce type de sol, dont on a déjà parlé, est plutôt acide et argileux, typique des climats tropicaux. À Taïwan, M. Xu explique que c'est adapté à la culture du thé. Ces terres rouges, si l'on fait la rizière dessus, c'est inondé une partie de l'année, et l'autre partie de l'année, c'est sec. Cela a tendance à créer ce genre de sol avec des sortes de rayures rouges et grises qui fait penser à une tranche de lard. En fait, c'est à cause de la ségrégation de l'élément fer. Ensuite, c'est un ultisol de Kinmen, un sol adapté à la céramique, très riche en carolinite. Ici, c'est un monolithe de la région de Pingtung, c'est un oxysol, un sol qui est déjà très évolué et altéré. Ça s'appelle oxysol car c'est un sol riche en oxyde de fer et d'aluminium. C'est un sol très vieux. Ça doit être magnifique pour les enduits en éco-construction. Oui, en Afrique par exemple, il y a des maisons construites avec cette terre. Ça donne de très belles couleurs, mais le pH est très bas. Voici là un autre type de sol, aridisol. Comme son nom l'indique, on en trouve dans des endroits arides. Taïwan n'a pas de désert, mais a des endroits où la terre est très aride. Et ce sont aussi des aridisols. Comme dans les marais salants de Tainan. Oui, tout à fait. C'est un sol de saline. Dans ce musée, on trouve aussi des cartes de Taïwan avec des indications sur le pH des sols. On peut voir par exemple que dans le nord, le sol est dans l'ensemble plus acide que dans le sud. Il y a aussi une carte de la région de Guangfu à Hualien qui a été touchée par une coulée de boue en septembre dernier suite à un typhon. L'équipe de l'université s'est rendue sur place pour faire une étude. On peut voir également des cartes sur la teneur du sol en tel ou tel minéraux ou nutriments pour les cultures. Cela sert aux agriculteurs, mais aussi au gouvernement pour savoir quelles terres sont les plus adaptées à l'agriculture et lesquelles peuvent être transformées en zones constructibles. La bétonisation, ou la meilleure façon de tuer un sol, un sujet à part entière que nous allons aussi aborder dans un prochain épisode. D'ailleurs, c'est ce qui manque dans ce musée. Il n'y a qu'un petit poster sur la vie du sol. Car c'est dans la Terre que l'on trouve la plus grande biodiversité, pas sur la Terre, ni dans les airs ou dans les océans.
Sauf que la biodiversité souterraine, on ne la voit pas, soit parce qu'elle est sous nos pieds, soit parce qu'elle est microscopique. Mais ce sont tous ces animaux, insectes et micro-organismes du sol, les bactéries, microbes, virus et champignons notamment, qui permettent aux plantes de se nourrir des minéraux. Je garde ça pour les prochaines fois car ce n'était que le début de la série. Avant de vous dire à la semaine prochaine, je vous signale une petite vidéo sur ce musée que j'ai faite pour RTI et vous pouvez aussi voir quelques photos sur la page de cette émission. Bonne continuation et à très bientôt. Hey,